Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette midinale aujourd'hui sur l'appel à projet, sur l'axe C2 de l'appel à projet. Donc, on va commencer tout d'abord par vous présenter justement un peu plus en détail l'appel à projet. Et ensuite, on aura l'occasion d'avoir deux porteurs de projet qui vont parler. Donc, dans un premier temps, il y aura Ingrid Melman de Habitat Insertion qui a un projet qui est en cours. Et on aura aussi Madame Gustin qui a un projet, quant à elle, qui a été financé sur la DAX mais qui est fini, qui travaille à Valenciennes au sein de la prison de Kievrechin et de Valenciennes. Alors, pour faire une remise en contexte, je vais vous présenter l'association, donc Hauts-de-France Addiction. On est une association qui est engagée dans la thématique tabac depuis plus de 30 ans. On est porteur de grands projets également. On est ambassadeur du mois sans tabac pour la région. On soutient en région, on accompagne et on aide les structures qui veulent lutter contre le tabagisme surtout, dans la réflexion, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs projets. Au sein de l'association, on a différents pôles, donc un pôle formation, jeunesse, communication. Nous, ici présents à la mission d'appui, je ne nous ai pas présenté. Aujourd'hui, on va faire cette présentation à 3 voix. Donc il y aura Sacha qui est en visio, Flavien Machin qui est à côté de moi et moi-même. Donc si je reprends, donc nous on fait partie de la mission d'appui, on a également un pôle intervention, un pôle direction, et l'association elle met en place des formations, on est certifié Calliope pour développer et renforcer les compétences des professionnels de santé, du social, du médico-social et du secteur associatif, avec quelques exemples qu'on vous a cités ci-dessous, femmes et tabac, gestion des émotions, substitution nicotinique, etc. etc. Vous pouvez retrouver toutes les formations qu'on fait sur hauteFranceAddiction.org. Pour vous parler maintenant de nous à la mission d'appui, on est une mission d'appui qui a la stratégie régionale de réduction du tabagisme et on est une équipe dédiée pour assurer la coordination et l'animation de cette stratégie directement en lien avec l'ARS Hauts-de-France. On soutient le déploiement de démarches comme la démarche Lieu de santé sans tabac en région en lien avec le RESPAD, mais aussi maintenant la démarche Campus École de santé sans tabac en lien avec la démarche Campus sans tabac au niveau national. On encourage également les échanges de pratiques entre les professionnels pour avoir une dynamique territoriale et régionale. C'est notamment dans ce cadre qu'on fait intervenir aujourd'hui des professionnels du territoire qui ont déjà été engagés sur cet axe. Et enfin, on a toute une partie d'outillage et d'accompagnement des professionnels en région avec un site internet qui va regrouper plusieurs outils, notamment une documenthèque que je vais vous présenter juste après, des webinaires et midinales donc comme aujourd'hui qui sont disponibles sur notre site internet, des boîtes à outils qu'on va aussi vous présenter et toute une partie articles sur des articles en lien avec le tabac, mais je vais vous le présenter juste après. Donc le lien ou le QR code pour accéder à notre site internet, il se trouve ici sur cette diapositive. Donc comme je vous l'explique actuellement, nous avons une partie où on crée des articles qui sont sur les produits en lien du tabac, mais aussi sur des projets qu'on a pu mener, collaborer avec au sein de l'association. Et on a toute une partie donc documenthèque, donc avec une partie grand public qui va rassembler un ensemble de flyers de plein d'associations différentes, de plein de structures différentes. Voilà, c'est vraiment un endroit pour que vous puissiez récolter de l'information assez facilement et sans aller chercher sur plusieurs sites différents. Et on a toute une partie aussi professionnelle ici avec plutôt des documents, des guides qui sont directement en lien avec les professionnels et qui pourront vous être utiles dans la prise en charge du tabac par exemple. On a des guides du RESPAD, on a la dernière réglementation qui a été mise en place par l'État sur les espaces sans tabac. Pardon. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour les consulter. Je vous disais également qu'on crée des outils, et notamment des boîtes à outils. Il y en a 2 actuellement qui ont été publiées. Donc la boîte à outils d'adaptation de la démarche de santé sans tabac pour les ESMS en addictologie
et la boîte à outils maternité prévention des conduites addictives. Donc ils sont disponibles directement sur notre site internet et vous pouvez aussi les commander. Donc il y a un formulaire sur notre site internet pour les commander en version papier si vous le souhaitez. Et on est en train de finaliser actuellement la boîte à outils campus de santé sans tabac. Ton micro, Sacha. Merci. Donc moi je prends le relais et nous allons maintenant entrer dans le cadre un peu plus précis de l'appel à projet. L'appel à projet a été publié le 25 mars 2026. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 22 mai 2026 à midi. La communication des résultats aux candidats est prévue pour fin juillet ou août 2026. Donc, c'est donc un calendrier assez serré qui nécessite d'anticiper la construction du projet dès maintenant euh, pour pouvoir déposer un projet structuré et cohérent avec les attendus de l'ARS. On peut passer à la diapo suivante, merci. Au niveau des objectifs de l'appel à projet, il s'inscrit autour de deux grands axes. Alors le premier vise à encourager et à accompagner les fumeurs pour aller vers le sevrage. Et le deuxième axe, qui nous intéresse davantage ici, vise à amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires. Donc l'objectif est de soutenir des projets qui vont prendre en compte les besoins spécifiques de certains publics. Dans l'axe 2, il y a deux objectifs. Donc l'objectif C1 qui concerne la protection de l'enfant à naître face à l'exposition aux substances psychoactives pendant la grossesse. Et l'objectif C2 qui est celui qu'on présente aujourd'hui, qui vise à renforcer certaines actions auprès de publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités sociales de santé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers les publics pour lesquels les messages de prévention ne suffisent pas toujours. Pour l'objectif C2 qu'on voit aujourd'hui, il vise à soutenir une stratégie d'intervention qui permette de prévenir, repérer et prendre en charge les problématiques addictives, dont la réduction du tabagisme auprès des personnes en situation sociale plutôt défavorable, ainsi que les personnes sous main de justice et les personnes en situation de handicap psychique. Donc, il y a trois axes de travail qui sont mis en avant. Donc, le premier, c'est de construire une communication adaptée et ciblée aux spécificités de ces publics. Le deuxième axe, c'est d'agir sur les facteurs motivationnels et sur la place qu'occupe le tabac ainsi que les autres addictions dans la gestion des émotions, afin d'amener les personnes à être prises en charge. Et le troisième axe, donc, c'est déconstruire la notion de plaisir liée à la consommation de tabac et des autres addictions et valoriser aussi l'estime de soi. Au niveau des territoires, la démarche a vocation à se développer sur l'ensemble des Hauts-de-France, mais certains territoires sont prioritaires comme la Sambre-Avesnois, Clermont, le Calaisis, la Haute-Somme et Guise et Hirson. Ici, la diapositive va préciser les structures concernées, les publics prioritaires et les indicateurs d'efficacité qui sont attendus. Donc, au niveau des établissements concernés, il peut y avoir des unions, groupements, fédérations ou associations de champs social, médico-social ou de la solidarité, à condition d'avoir au minimum une assise départementale. Il y a aussi comme structure concernée les organismes d'assurance maladie, les services des départementaux, ainsi que les établissements de santé situés sur les territoires prioritaires. Et au niveau des publics prioritaires, donc on a toutes les personnes en défaveur sociale, les personnes sous main de justice, dont les mineurs, et les personnes en situation de handicap psychique. Pour l'évaluation, plusieurs indicateurs sont proposés et obligatoires également. Donc la participation des usagers au projet, par exemple dans la création d'outils ou la mise en œuvre des actions, le nombre d'usagers orientés ou accompagnés pour la consommation, le nombre d'usagers sensibilisés dans le cadre du projet et la typologie du public touché. Donc ce point, c'est assez important car l'évaluation doit être pensée dès le début du projet, dès la construction, donc dès maintenant, afin de pouvoir suivre concrètement ce qui est mis en place tout au long de votre projet et ce que ça va produire. Et d'ailleurs, l'association Hauts-de-France Addiction, dont nous, la mission d'appui, on pourra vous accompagner dans l'écriture de ce projet.
C'est toujours moi. Au niveau des critères de financement, l'objectif C2 prévoit un soutien minimum de 60 000 euros de la part enfin, il faut absolument que le budget en fait soit de 60 000 euros. C'est important de rappeler que les crédits octroyés dans le cadre de l'appel à projet sont des financements dits d'amorçage, vraiment pour impulser une dynamique. Donc ça signifie qu'ils ont vocation à soutenir le lancement ou le développement d'une dynamique, mais qu'il est aussi nécessaire de réfléchir à la suite du projet et à comment on peut pérenniser le projet après les 3 années. Ici, il y a un petit point sur la présentation détaillée des dépenses matérielles. Donc, par exemple, si le projet prévoit des supports de communication, des cendriers ou des abris fumeurs, il va falloir préciser le nombre d'unités, le coût unitaire et le coût total. Il y a aussi des précisions sur l'encadrement des dépenses sur certains postes. Donc, par exemple, le financement d'un poste d'un infirmier diplômé d'État est plafonné à 57 000 euros, sauf justification particulière évidemment. Et également les cendriers qui sont également encadrés, enfin le prix des cendriers, à un montant maximum de 300 euros. Et donc l'enjeu est de présenter un budget qui va être clair, réaliste et assez détaillé et cohérent avec les objectifs de votre projet. Donc maintenant, je vais vous montrer les outils disponibles pour ce type de projet. Déjà, on a tous les organismes de formation. Donc on retrouve Association Addiction France, Fédération Addiction, Hauts-de-France Addiction, l'IRTS, l'IREMA et aussi l'hôpital Marmottan. Au niveau des formations diplômantes, on peut retrouver tout ce qui est DU en addictologie, DU en santé précarité, DU tabacologie et aide au sevrage tabagique, et aussi les DU en hypnose clinique si vous voulez mettre ça en place dans votre projet. Je rappelle aussi que le diaporama ainsi que cette midinale sera disponible en replay sur notre site, donc vous pourrez retrouver tous les liens et tous les QR codes à ce moment-là. Au niveau des outils disponibles aussi, Gianni vous a parlé de la boîte à outils Adapter les démarches en lieu de santé sans tabac aux ESMS en addictologie. On est en cours de l'élaboration d'une boîte à outils ESMS accompagnant les personnes en difficulté spécifique dans le secteur de la précarité aussi. Donc ça pourra peut-être vous aider aussi. Alors ça reste thématisé tabac, mais ça pourrait être utile quand même dans ce type de projet-là aussi. Donc au niveau du projet, donc comment ça se passe? Là on est clairement dans le lancement de l'appel à projet, donc avec l'ouverture en mars, la clôture au mois de mai, les résultats qui vont tomber durant l'été et un début des projets qui vont commencer en septembre ou en octobre. Donc dès la première année, on va vous demander un bilan intermédiaire. Il y aura un bilan intermédiaire à l'année N, N+1 et N+2. Donc ces 3 bilans intermédiaires seront à donner du coup à nous, à Hauts-de-France Addiction. Et à la fin de votre projet, il y aura un bilan final à réaliser qui sera donné à l'ARS. Dans une année standard, on accompagne les projets sur plus ou moins 3 rendez-vous par an. Ça peut être dans des compiles, dans des réunions. Donc on est vraiment là pour accompagner déjà dès l'écriture du projet et pendant toute la longueur du projet. Et aussi, il y aura une collecte des indicateurs, donc les indicateurs qui vous ont été montrés par Sacha. Il y a une collecte des indicateurs 2 fois par an, en juin et aussi en décembre, durant la réalisation des bilans intermédiaires. Donc ici, on vous a remis toutes les midinales, donc elles seront disponibles au cas où si vous voulez aller voir en replay sur notre site. Donc tout ce qui est lieu de santé sans tabac, campus sans tabac, maternité, et ici du coup public vulnérable. Et pour finir, on vous a remis une petite diapositive sur la stratégie d'évaluation de projet. On a fait une midinale l'année dernière, donc qui est disponible en replay sur notre site, qui permet de voir comment construire l'évaluation durant votre projet, parce que c'est quelque chose qui se pense durant l'écriture du projet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi cette ressource. Et ici, vous pouvez retrouver nos contacts, ici à la mission d'appui. On va répondre à la question. Il y a une question dans le chat à la suite de notre présentation. On nous demande si pour le Pas-de-Calais, est-ce qu'il n'y a que le Calaisis qui peut y répondre? Et non, ce n'est pas une obligation pour les territoires prioritaires. Être dans un territoire prioritaire, ça permet d'avoir à projet équivalent un avantage, mais c'est pas une condition obligatoire. Voilà. De projets dans l'axe 2, c'est de... non, il n'y aura qu'un projet par objectif.
Donc on va passer maintenant à la présentation de Madame Melman. Euh, On voit qu'il y a des questions sur le chat, on va peut-être essayer d'y répondre à la fin. Si vous avez aussi des questions sur les présentations que vous allez avoir au niveau des projets qui vont vous être présentés là aussi, on va faire un petit FAQ à la fin en fait. Ouais. Mais on vous lit, on vous voit. C'est bon? Oui. Bonjour à tous, je me présente Ingrid Malmen. Je suis infirmière coordinatrice sur le dispositif Fonds Addiction, donc qui a été ouvert au 1er octobre de l'année dernière suite à l'écriture de l'appel à projet et qui a été accepté forcément par l'ARS. Donc aujourd'hui, on m'a sollicité pour vous présenter le projet. Donc je vous ai réalisé un petit PowerPoint que vous allez pouvoir suivre. Donc voilà, l'objectif principal en fait de ce projet, c'est de remettre l'humain au cœur de la prise en charge et de faire en sorte aussi de pouvoir accompagner stratégiquement voilà, les personnes dans leur quotidien au travers de leurs addictions. Donc pourquoi ce projet? Donc c'était déjà un appel à projet qui était stratégique porté par l'ARS. C'était une opportunité pour notre association finalement de pouvoir structurer aussi une réponse associant la santé, le social et l'insertion dont on fait partie. Et c'était une démarche issue aussi du terrain, qui était fondée sur les valeurs humaines et sociales de l'association et qui a été forcément réfléchie en amont. Donc, comme je vous le disais, c'était en lien avec une accroche sur le terrain. Donc, nos structures, on a observé différents modes de consommation qui étaient souvent aussi parfois invisibles, des demandes d'aide tardive, des professionnels parfois en difficulté pour aborder la question des addictions auprès de publics en situation de précarité. Le dispositif en addiction créé ce jour vise précisément à répondre à ces situations en développant une démarche d'aller vers, comme on le fait, je pense, tous au quotidien, une démarche de réduction des risques et de la coordination partenariale qui est essentielle pour y parvenir. Donc, on a réalisé un premier diagnostic en interne comme base de projet. Donc, ça a reposé sur finalement une étude au niveau de notre équipe de direction, voilà, par le biais d'un questionnaire, sur les professionnels aussi, sur le terrain, au niveau de nos partenaires. Et aussi, on a réalisé un échantillonnage d'une vingtaine d'usagers par structure pour pouvoir établir un premier état des lieux, des besoins et des attentes sur toutes ces perspectives à ce moment-là du projet en tout cas. Donc ça a permis de confronter aussi forcément les réalités et les besoins en lien avec l'écriture de l'appel à projet initial. Le projet répond ainsi à un double enjeu, structuration interne et déploiement d'une dynamique de prévention à l'échelle associative qui était nécessaire à ce moment donné. On a structuré nos pratiques, on a harmonisé nos actions dans un but de renforcer aussi les capacités d'intervention auprès des publics dits en situation de précarité. La dimension stratégique et les attendus communs. Le projet nécessite un réel investissement collectif. Au-delà du financement, il s'agit d'une réponse participative attendue des deux côtés, que ce soit au niveau du porteur et du financeur. Donc ça demande un réel investissement et un engagement permanent. La logique de projection permet également à l'ARS de suivre l'évolution du projet initial. C'est pour ça qu'on vous demande de décrire vos objectifs opérationnels, stratégiques, vos moyens d'évaluation, voilà comment vous allez finalement porter ce projet à bout de bras sur les 3 années à venir. Ça leur permet de se projeter finalement pour vous financer par la suite. L'importance du maillage territorial, c'est ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure. Ça constitue le socle du projet, en tout cas pour le mien. Ça permet une articulation institutionnelle, la mobilisation des professionnels aussi et l'implication des usagers. C'est la base de la consolidation finalement d'une démarche durable. L'ARS nous demande aussi d'avoir des actions qui soient pérennes. Donc finalement, on va intervenir sur la base des conventions, de ce type de partenariat pour finalement pérenniser les actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui, mais aussi sur les années à venir.
Inscription dans la dynamique ARS, le projet s'inscrit également dans une logique d'accompagnement continu des orientations de l'ARS. Donc, il faut participer aux médias et webinaires comme aujourd'hui pour pouvoir finalement répondre aux attentes. Une appropriation progressive des attendus au niveau régional et voilà, ajustement du projet en continu qui va ne cesser d'évoluer finalement et une mise en réseau avec les porteurs eux-mêmes partenaires. Cette démarche permet donc de renforcer l'alignement du projet avec les attentes institutionnelles et d'inscrire l'action dans une dynamique collective. Le projet prévoit plusieurs niveaux d'action. Donc, comme je vous le disais, personnes accompagnées, professionnels, institutions et partenaires, c'est vraiment l'alliance idéale pour porter un projet tel que celui-ci. En mobilisant ces 4 leviers, le projet développe une réponse cohérente, évolutive et ancrée au service de la prévention et des conduites addictives, dans une logique d'aller vers, de réduction des risques, d'empowerment, de pouvoir d'agir et de décloisonnement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Merci. Avant les questions, on va passer à la Merci. présentation de Madame Gustin. Eh bien, bonjour à tous, je suis Isabelle Gustin, faisant fonction cadre de santé pour les USMP de Valenciennes et de Quiévrochin depuis un peu plus d'1 an. Alors, j'ai repris l'appel, le projet en cours de route, puisqu'il avait débuté, il était démarré depuis 18 mois, donc j'ai fait la moitié de ce projet. C'est un projet 2021-2024 et du coup, je vais me permettre de vous situer un peu le contexte. La maison d'arrêt de Valenciennes, c'est une prison qui a été construite en 64, donc qui est, on pourrait dire, obsolète, qui est totalement vétuste comme plusieurs prisons nationalement connues. Elle a une capacité d'environ 200 détenus avec une réalité de 200%. C'est-à-dire qu'on a énormément de matelas au sol pour une population qui est déjà très, très vulnérable. Voilà, donc pour Valenciennes, pour Quiévrochin, c'est un établissement pour mineurs qui est plus récent puisqu'il date de 2007, qui a une capacité de 52 détenus mineurs. Voilà, on est à ce jour à 45 mineurs, avec pour les 2 structures des consommations, enfin des polyconsommations, et avec des produits très différents, très nouveaux aussi pour le PM de Quiévrochin, et avec une consommation de tabac pour Valenciennes qui est de l'ordre, on va dire, de 95% des détenus. Il y a des détenus qui arrivent qui sont non-fumeurs et qui commencent à consommer en détention, et cela surtout lié à la promiscuité et au stress de la détention. Voilà, donc le projet a été financé par le Fonds d'addiction ARS de lutte contre les addictions en milieu carcéral, et il avait pour objectif principal de réduire les consommations de tabac et autres drogues chez les détenus mineurs et majeurs. Ensuite, comme autre, on va dire, sous-objectif, c'est former d'abord les professionnels aux addictions, c'était le premier objectif. Augmenter le nombre d'actions de sensibilisation et de la communication pour les patients détenus, augmenter le nombre de consultations, puisque les consultations d'aide au sevrage tabagique avaient déjà commencé, mais il fallait bien sûr, avec la formation de nouveaux agents, multiplier cette possibilité de consultation. Et augmenter aussi le nombre de prises en charge du tabagisme et autres drogues, notamment le protoxyde d'azote, le cannabis, aujourd'hui le PTC, et j'en passe, et l'alcool aussi.
Pour objectif opérationnel, bah, c'était acquérir les connaissances théoriques, donc c'est former le personnel. Développer les compétences, c'est en lien. Augmenter la visibilité et l'accès à l'information sur le champ de l'addiction. Ensuite, informer le public de ce projet. Créer un lien de confiance avec l'ensemble des professionnels et les détenus, et puis mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours d'aide non médicamenteuse, c'est-à-dire l'utilisation de la méthode de Snoezelen, de l'aromathérapie et de la yoga-thérapie, puisqu'on a la participation d'un infirmier du CATTP qui pratique la yoga-thérapie. Alors, les moyens déployés, donc une infirmière a été détachée dès le début du projet en 2021 et missionnée à temps complet sur les 2 USMP pour coordonner les actions en rapport avec ce projet. Ensuite, 3 infirmiers ont suivi un diplôme universitaire de soins infirmiers en addictologie. L'ensemble des soignants ont été formés à l'accompagnement au sevrage tabagique et ont la possibilité de prescrire les substituts nicotiniques en totale autonomie. Ensuite, l'ensemble des infirmiers ont été formés au protoxyde d'azote, c'est-à-dire le produit, les moyens, les critères de repérage et puis les prises en charge. 8 infirmiers ont été formés à l'aromathérapie et on dispense aujourd'hui des sticks d'aromathérapie protocolés pour les 2 USMP. Ensuite, les infirmiers ont suivi aussi des formations avec le GRED et aussi avec Hauts-de-France Addiction. Ici, c'est l'évaluation, bon, c'est des chiffres sur l'activité du projet sur les 3 années. J'aurais pu rajouter 2025 puisqu'on a eu une possibilité d'avoir une année supplémentaire. Donc, c'est un projet qui initialement était 2021-2024, mais qui a eu une année supplémentaire avec 2025. Donc, les chiffres sont en augmentation constante. Donc, sur les consultations d'aide au sevrage tabagique, je vous ai mis Valenciennes et Kievrechin. Sur les actions de prévention, la participation des détenus aux différentes actions et l'aide non médicamenteuse dont je vous parlais précédemment. Donc, ça, c'est les patients qui ont pu être pris en charge. Alors, les partenaires du projet, donc on a signé une convention avec le GRED, entre le GRED et le CHV, on va dire en milieu de projet. Donc, le GRED intervient, puisqu'on a formé un COPIL. Donc, le GRED participe au COPIL et aux actions de prévention, les forums santé, etc. Hauts-de-France Addiction nous a accompagnés tout au long du projet, de l'écriture à l'évaluation, et encore aujourd'hui, puisqu'on n'est plus dans le projet, mais on est toujours en lien. L'éducation nationale, ça c'est surtout dans le cadre des forums santé, et aussi pour le mois sans tabac, on a besoin de travailler vraiment en partenariat avec les acteurs intra-pénitentiaires. Donc, l'administration pénitentiaire, bien sûr. Les SPIP et la PJJ, ça c'est pour la protection de la jeunesse et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et le secteur d'alcoolologie de l'hôpital de Saint-Amand, qui intervient à la maison d'arrêt de Valenciennes chaque semaine. Et ensuite, il y a le XAPA La Boussole qui est référent tobacco sur l'hôpital de Valenciennes et qui nous aide pour la formation, qui participe à nos actions de prévention également. Les méthodes de communication, c'est des méthodes que tout le monde emploie, mais elles sont quand même elles ont la particularité qu'en détention, nous n'avons pas de téléphone portable et peu de moyens numériques. Donc, on est plutôt
sur le format papier, affiches, flyers, ce genre de choses, et beaucoup la communication orale. Pour le personnel soignant, là, du coup, on va pouvoir utiliser les mails et tout ce qui passe au travers de l'information, les newsletters, etc. Et les réunions, donc réunions de service, copil, réunions d'information. Alors, les perspectives à ce jour, elles découlent de l'intérêt de ce projet qui n'a eu de cesse de se démontrer sur l'efficacité. Alors concrètement, avant ce projet, il y avait énormément d'automutilation, de scarification liées à l'absence de tabac en détention. Et ce nombre de prises en charge pour scarification s'est vu fortement diminuer avec les consultations d'aide au sevrage tabagique, puisque il y avait les substituts nicotiniques qui pouvaient pallier à ce manque de tabac en détention. La coordination entre les différents partenaires, la perspective, c'est que ça perdure et qu'il y ait peut-être d'autres partenaires qui viennent se greffer à la suite de ce projet. Les copiles addictos qui nous permettent des échanges vont perdurer. Les copiles inter-USMP qui réunissent différents professionnels du SMP d'autres villes, mais sur le secteur des Hauts-de-France. Donc, continuer cette expérience et puis poursuivre l'amélioration de nos actions avec, je l'espère, la pérennisation du poste de coordinatrice. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc je vous propose qu'on réponde aux questions et après si vous avez des questions et que vous voulez nous parler directement, ça sera possible. Alors si on reprend... On a pas mal de questions écrites sur le chat déjà. Pas mal de questions. Donc on a déjà répondu à celle-ci aussi. Alors il y avait une question sur les limites de dépenses matérielles. Donc il y a Madame Batavoine de l'ARS qui a déjà répondu que pour tout ce qui était investissement, effectivement ça pouvait pas dépasser 30% du budget et l'ARS ne finance que 40% de cette dépense. Et du coup non, ils sont bien effectifs pour cet axe-là. Après tout dépend ce qui sera demandé en investissement, ça sera... de toute façon, si vous souhaitez être accompagné par nous, on pourra directement vous conseiller sur cet axe-là et vous dire justement si ça retourne de l'investissement ou non. Donc après on a une autre question sur devons-nous absolument répondre à plusieurs objectifs ou peut-on faire un projet que pour le C2 exclusivement? Non, vous répondez qu'à un seul objectif. Justement, il faut répondre que au C2. Si vous voulez faire un projet sur justement en lien avec les publics spécifiques. On a une question aussi. Bonjour, vous avez beaucoup parlé de tabac, mais est-ce que c'est possible de déposer un projet concernant le protoxyde d'azote? C'est vrai qu'on parle beaucoup de tabac, mais en général, les projets financés sont des projets qui abordent toutes les addictions et pas seulement une seule addiction. Après, c'est déjà arrivé, mais c'est vraiment dépendant du projet. Nous, on vous conseille plutôt de faire des projets sur polyaddiction. Donc on a une question aussi, peut-on en savoir plus sur les projets qui ont été retenus les années précédentes sur l'objectif C2? Une très bonne question. Aujourd'hui on vous a justement fait un retour d'expérience pour que vous ayez des retours sur ce qui a déjà été financé. Après faire un point sur tout ce qui a été financé, il faudrait qu'on voit directement avec l'ARS si c'est possible, mais à voir. Il faut savoir que les projets de cet objectif-là sont assez distincts les uns des autres. Donc du coup, c'est un peu du cas par cas limite. Donc là, on a eu la chance d'avoir 2 présentations de projets aujourd'hui déjà. Ça permet de voir les perspectives faisables pour vous, pour votre projet. On a une autre question. Y a-t-il un financement pour
Alors, y a-t-il un financement possible pour du temps de travail, de la référence santé par exemple, dans l'animation, la création de projets et l'évaluation? Il y avait un max pour l'infirmière, mais rien indiqué pour les autres dépenses. Tout va dépendre. C'est pour ça qu'on vous conseille de passer par nous pour l'accompagnement. Nous, on a une meilleure visibilité sur ce qui a déjà été financé. Il est possible de financer une personne référente sur le projet, un référent de projet. Après, à conditionner au projet en termes de nombre d'heures travaillées par semaine en ETP. En général, sur des projets, on a du 0,2 TP de coordination pour la mise en place. Mais après, c'est cas par cas, ça va vraiment dépendre de votre projet aussi et si c'est en adéquation avec ce dernier. On a une question sur peut-on déposer un projet d'amorçage d'équipe mobile à défaut d'alternatives possibles? Non, c'est pas possible. Il est bien marqué dans l'appel à projet que il n'y aura pas de financement d'équipe mobile avec cet appel à projet. C'est des fonds d'amorçage et en fait ces fonds d'amorçage ont pour but de créer une dynamique qui va être pérennisée, hein, comme Madame Melman vous l'a présenté. Le but c'est vraiment de faire un projet et d'instaurer une dynamique au sein de l'établissement qui sera continuée a posteriori du projet. Donc voilà, on a fait le tour des questions qui étaient dans le chat. Si vous avez des questions sur spécifiques à l'appel à projet ou alors sur les présentations qui ont été faites pour avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à vous faire savoir et pour poser les questions. Je sais pas comment on lève la main. Non mais voilà, vous pouvez intervenir comme ça. Sinon, dans réagir, en fait, vous pouvez mettre un petit icône avec une main levée. Oui, justement, j'arrive pas à la retrouver, mais c'est pas grave. Ouais, je vous en prie. Donc, je suis Madame Carnafia, directeur des finances du centre hospitalier de Dunkerque. Je rebondis sur la réponse que vous venez de faire à Madame Rocher, qui travaille avec nous. Vous avez dit pas d'équipe mobile, mais oui pour un amorçage, donc on peut. Non, non. L'équipe mobile, que ce soit un amorçage ou quoi que ce soit, comme je le disais, les projets qui sont financés ont pour but de pérennisation. Et en fait, si vous faites une équipe mobile, à la fin du projet, si vous n'avez pas d'autres financements, cette équipe mobile finira et du coup, il n'y a pas d'intérêt du coup pour ce financement. D'accord, ok. Très bien, merci. Ouais. Et puis si je dis pas de bêtises, on ne peut pas être refinancé pour le même projet, donc c'est pour ça qu'une équipe mobile ne peut pas être prise dans ce type d'appel à projet-là. J'ai des questions, mais c'est sur le projet que j'ai déjà commencé à écrire. Pensez-nous vers vous pour voir s'il commence. Oui, n'hésitez pas. De toute façon, on vous enverra le replay de la midinale avec les documents présentés. Et n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail missiondappui@hautefrance-addiction.org et on pourra faire une visio ensemble ou alors vous nous envoyez votre projet et nous on le relit. Il y a vraiment aucun problème. Si je peux me permettre, pour rassurer un peu les porteurs de projets, l'année dernière, le projet initial était axé sur le secteur du boulonnais et notamment sur le tabac. Et Habitat Insertion a fait le choix d'écrire un appel à projet un peu plus large sur le secteur du béthunois et du Bruaisis. Avec des thématiques bien plus larges. On est sur alcool, tabac, drogue en général. On a étendu aussi en fonction des demandes des établissements, tout ce qui est écran, etc. Ça, c'est un peu plus à la marge. Mais rassurez-vous, le secteur identifié n'arrête pas un financement initial. Moi, j'avais cette crainte au départ et j'ai été sélectionnée dans le financement. Sophie, vous avez mis un cœur. C'est pour participer, pour reprendre la parole? Non, c'était pour, je pense, répondre à la question. Je ne sais pas. N'hésitez pas si d'autres personnes ont des questions. Pas de souci. Merci.
pour vous faire part un petit peu aussi de mon expérience, le champ des possibles, il est quand même assez large. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'être un peu plus innovant. On réalise des ateliers radio avec la radio banquise d'Isberg. Si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aller sur le site d'Habitat Insertion. Il y a une première émission qui est sortie sur le site de LinkedIn aussi, sur l'application. Vous retrouverez un petit peu tout le type de contenu qui peut être proposé dans le cadre du fonds addiction. Merci. Je pense qu'on a plus de questions. On va finir cette présentation en vous mettant dans le chat un questionnaire de satisfaction de cette midinale pour que nous on puisse s'améliorer aussi les années suivantes pour nos prochaines midinales. Donc n'hésitez pas à aller y répondre et nous faire part de votre ressenti sur les midinales que vous avez, enfin sur la midinale ou les midinales auxquelles vous avez pu participer. Du coup, le replay sera disponible cet après-midi. On vous enverra de toute façon aux personnes qui s'étaient inscrites le lien pour y accéder. Et sinon, il sera sur notre site internet, dans la rubrique professionnelle, soit dans la partie replay, soit dans la partie de l'appel à projet. Donc voilà. Merci donc pour les présentations qui a eu lieu aujourd'hui. Merci à Ingrid Melman et à Madame Gustin pour leur présentation. Je trouve ça super intéressant d'avoir un retour de professionnels qui sont déjà engagés dans cet axe de l'appel à projet. Ça permet d'avoir un meilleur visu de ce qui a déjà été financé. Et donc merci à tous ceux à tout le monde qui ont participé aujourd'hui à cette midinale. Merci pour votre invitation et bon courage à tous les futurs porteurs de projets. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.